Monsieur Hachimi, ravi de vous accueillir dans la chaîne de notre média ecoactu.ma. Je rappelle, Monsieur Saïd El Hachimi, vous êtes conseiller auprès du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce et je viens d'apprendre aujourd'hui que vous êtes également le patron des relations extérieures au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, nous assistons au forum de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Actualité oblige, il porte sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le monde, sur l'Afrique et avec un zoom sur le Maroc. Il faut dire que depuis le déclenchement de la guerre ou le conflit, comme certains préfèrent le nommer, en Ukraine, des sanctions ont été imposées par les États-Unis, l'Union européenne et certains de leurs alliés sur la Russie. Ces sanctions ne sont pas exemptes d'impact sur les continents, notamment les plus fragiles. Et ça a affecté terriblement le commerce de ces pays avec le reste du monde. Aussi, il faut dire que l'étude de la CNUSED, elle a montré l'impact de la crise en Ukraine sur les perspectives qui risquent de s'aggraver en se basant sur la hausse des cours des matières premières, des denrées alimentaires et j'en passe. De prime abord, Monsieur El Hachimi, quelle lecture pouvez-vous nous faire de la situation actuelle et si possible de nous évaluer l'impact de cette crise sur le commerce mondial, voire même sur l'économie mondiale, si possible, sachant que la guerre n'est pas encore finie? Merci beaucoup, ravi de pouvoir parler à un média marocain et puis d'être à Casablanca. Je dois rappeler que je suis là en ma qualité personnelle, hein, je l'ai dit, vu la sensibilité de ce sujet. Mais n'empêche que dans mes responsabilités en tant que chargé des relations extérieures avec les parlementaires, les gouvernements, etc., on a pu mesurer l'impact de cette crise très sensible. Et le travail de l'OMC s'installe d'abord dans une analyse de l'impact, donc une analyse chiffrée qu'on a fait. On a un rapport qui a été sorti en mai, avril ou mai de cette année, et qui dit grosso modo qu'il y a un impact sur le commerce international. Donc les prévisions qu'on avait mis autour de 4% sont retombées vers 2,5%. Donc déjà à cause de ça, mais pas seulement la crise, ce conflit est venu, comme je l'ai dit dans mon intervention, accentuer un système de crise sur lequel on est en train de vivre depuis quelques années. Il y a la Covid, il y a une crise énergétique, il y a une crise alimentaire. Donc le travail de l'OMC essaye de guider les membres que nous avons, comment naviguer ces différentes crises, comment gérer un certain nombre de choses et notamment comment garder que le commerce international reste fluide. Parce que ce qu'on a vu à cause de ce conflit, il y a eu un manque de beaucoup de choses, que ce soit sur l'énergie ou sur l'alimentaire. Donc il y a des crises réelles qui touchent tous les citoyens dans le monde. Et donc le travail de l'OMC, c'est d'essayer de garantir une fluidité, garantir par exemple le fait qu'il y ait cet accord sur le blé qui a été fait par l'ONU à Istanbul. Et l'OMC est aussi partie prenante. Donc c'est ça un petit peu notre travail, c'est de analyser les impacts et essayer à travers la politique, la négociation au sein de l'Organisation mondiale du commerce, de garder un maximum de fluidité dans le commerce international, que les gens puissent importer, exporter, trouver les donneries. D'accord. Justement, en se basant sur vos estimations, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à des prévisions alarmantes pour un continent comme l'Afrique? Malheureusement, les chiffres, et d'ailleurs beaucoup d'experts l'ont dit, on va avoir probablement un taux de croissance mondial autour de 2%, donc beaucoup, beaucoup moindre que ce que nous avions vu en 2021, juste après la Covid. Il y a eu une reprise sérieuse de l'économie mondiale. Pour le commerce international, pareil, donc il y a une réduction du commerce international, donc l'impact est là. Euh, dans l'Afrique, bien sûr, il y a beaucoup de pays qui s'appuient sur le commerce international parce qu'ils n'ont pas d'autre façon d'aider leur population face aux crises. Et donc il y a les exportations d'un certain nombre de produits qui connaissent des problèmes. Et dans l'autre sens, il y a les factures de l'énergie qui explosent, les factures de l'alimentaire qui explose. Donc beaucoup de pays africains ont ce dilemme entre des importations qui se renchérissent de manière très exponentielle et avec des problèmes à l'export pour accéder à des nouveaux marchés parce que
les marchés d'importation que sont l'Europe généralement pour l'Afrique sont en période de crise aussi et donc ils importent peu. Donc il y a ce dilemme pour beaucoup, beaucoup de pays africains. Bien sûr, l'ambition, ça reste cette zone de libre-échange africaine sur laquelle il faut vraiment accélérer, je pense, pour la ZLECAf, pour créer notamment ces flux en interne. Il faut les magnifier, les supporter encore plus et entrer aussi dans une logique qui, à mon sens, manque un petit peu pour le moment. C'est cette logique commerce et investissement qui manque. Il y a beaucoup de focalisation sur les barrières tarifaires, non tarifaires, mais je pense qu'il y a peu de travail sur la logique des commerces des services, comment les services de transport, d'autres services en Afrique puissent aider, et également sur l'investissement interafricain. Comment faciliter que les Africains investissent en Afrique. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment accélérer pour aider, vu la situation qui va certainement durer. Les difficultés vont malheureusement durer quelques années. Donc, comme vous venez de le dire, il y a les factures énergétiques et alimentaires qui ont explosé. Quels sont les enseignements à tirer pour les pays qui ne jouissent pas d'une souveraineté aussi bien alimentaire que sanitaire et énergétique? Alors, je pense qu'il y a déjà des solutions qui sont proposées. Je disais que, par exemple, le président Paul Kagame du Rwanda avait déclaré que en Afrique, où il y a la moitié des terres arables dans le monde, il est inconcevable que des centaines de millions d'Africains puissent être tributaires d'un seul pays, l'Ukraine. Donc il y a ces appels et je pense que c'est des leaders au plus haut niveau. Et il y aura probablement, il y a déjà des initiatives comme Green Africa, etc. Et le Maroc, par exemple, à travers l'OCP, joue un rôle dans le sens où faciliter l'accès aux engrais pour accroître l'agriculture. Donc il y a des solutions, ils prendront un peu de temps. Entre-temps, il faut des aides mutuelles entre les pays africains. Pour l'énergie, la véritable chance, bien sûr, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de réserves en gaz. Et on voit certains projets, même s'ils sont un peu moyens à long terme, ils constituent des solutions pour l'autonomie et la souveraineté énergétique, avec bien évidemment beaucoup d'investissements de tout ce qui est énergie renouvelable, qui est aussi un credo sur lequel les pays africains peuvent investir, mais à moyen long terme. Mais il est vrai que maintenant, il faut beaucoup, beaucoup de solidarité pour gérer les problèmes actuels. Est-ce que suite à ce conflit en Ukraine se traduisant par une fragmentation du commerce mondial, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouvel équilibre mondial ou est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que les prémices sont là? Non, c'est une très bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse, mais bon, je vais vous dire ce que je constate à titre personnel. Il y a beaucoup de monde qui déjà parle d'une déglobalisation. Moi, je ne pense pas qu'on est dans une étape de déglobalisation. Par contre, on est probablement dans une sorte de multipolarité de globalisation. C'est-à-dire que plusieurs pôles de globalisation vont peut-être opérer de manière distincte. Certains appellent ça aussi une régionalisation de la globalisation, où on a probablement comme une conséquence ou une accélération d'un trend qui existait, qui a été accéléré par le conflit en Ukraine, c'est qu'il y a cette histoire de réorganiser la production mondiale à travers un système où les accords de libre-échange ne jouent plus vraiment le rôle de clé de voûte dans le système. Plutôt maintenant, on est dans des cadres qui ne s'appuient pas sur l'accès au marché, mais qui s'appuient plus sur les standards, les normes techniques, les normes de travail, les normes environnementales. Et le partage de ces normes crée un bloc de globalisation, peut-être dans un sens. Et puis de l'autre côté, il y a probablement une autre théorie de comment on voit l'organisation de la production mondiale, l'organisation du commerce international. Où est-ce que ces deux ils sont principalement deux tracks en fait, qui sont en train de se développer de manière mutuelle. Où est-ce que ça va aller? Ça, personne ne le sait encore, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant d'étudier ces notions dont j'ai parlé, qui sont anglophones, comme le decoupling ou le friendshoring, qui sont des choses très intéressantes sur lesquelles un pays comme le Maroc ou l'Afrique doit garder un œil très, très, très important pour voir comment ça évolue.
D'accord. Pour conclure, une dernière question sur le Maroc, si vous permettez, Sil Hachimi. Dans votre intervention, vous avez parlé de l'ère post-accord de libre-échange. Quelles recommandations pouvez-vous faire pour un pays comme le Maroc, qui, faut-il reconnaître, n'a pas réussi ces accords de libre-échange, qui sont plus tous déficitaires? Ouais, ça sera difficile pour moi de recommander quelque chose parce que ceux qui gèrent le commerce, c'est des anciens collègues et des amis et je trouve qu'ils font quand même de l'excellent travail. Il y a cette analyse où il y a des difficultés, mais je ne partage pas l'avis selon lequel les accords de libre-échange étaient une mauvaise idée. En fait, le Maroc a négocié, par exemple, il est le seul pays en Afrique qui a négocié un accord de libre-échange avec les Américains. Ça donne beaucoup de perspectives, ça donne de l'importance stratégique et on en voit maintenant les résultats. Ce qu'il faut faire, et je pense que les autorités marocaines ont commencé à déjà le faire avec certains accords, c'est de lier la logique commerciale avec la logique d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a une approche plus de balance des paiements, des échanges avec un pays. Il faut prendre dans la totalité. Et donc voir est-ce qu'un pays qui a peut-être une balance commerciale excédentaire avec le Maroc, est-ce qu'il investit ailleurs, dans le Maroc, crée des jobs, crée des choses. Et donc s'il y a cet équilibre, l'idée d'un accord de libre-échange, même déficitaire pour le Maroc, serait acceptable. Ce qui ne serait pas acceptable, c'est que voilà, sans le nommer, voilà. Donc cette logique est très intéressante. Maintenant, je pense qu'il y a deux axes importants, peut-être sur lesquels déjà il y a une réflexion. Un, comment insérer cette zone de libre-échange africaine qui est très importante pour le Maroc, comment l'insérer dans ce mouvement donc, de friendshoring ou de création, ce que j'ai appelé moi l'ère post-ALE. Comment insérer cette logique-là dans la politique commerciale du Maroc. La deuxième chose, c'est que le commerce va rester très important au Maroc. Mais là, il faut s'insérer aussi dans l'idée de l'économie des plateformes, le digital. Comment faire accéder même les petites micro-entreprises, même quelqu'un dans un village au Maroc, dans l'Atlas qui produit quelque chose, comment le faire accéder au marché international. Et ça, c'est un vrai challenge. Je pense et les autorités y réfléchissent, mais ça serait également une source de création de la richesse et de la croissance pour le Maroc. Il ne faut pas le négliger. Merci beaucoup, Sil Hachimi, pour vos réponses. Je rappelle, Monsieur Le Hachimi, vous êtes conseiller auprès du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Vous êtes également patron des relations extérieures au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.